Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Interview à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Viaud, maire Les Républicains de Grasse. Bonjour Jérôme Viaud. Bonjour. Jérôme Viaud, vous êtes maire de Grasse, vous êtes aussi le nouveau président de l'Association des maires des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vont les maires aujourd'hui dans un contexte général qui est plutôt troublé ? Oui, donc d'abord j'ai l'honneur d'être devenu ce président coordinateur, on va dire, des maires dans les Alpes-Maritimes. Nous sommes 163 et les maires ont plus que jamais, je crois, une lourde charge tous les jours pour pouvoir à la fois répondre aux questions de nos concitoyens, mais aussi dans un contexte et un environnement qui est difficile, entre la crise énergétique qui est devant nous, entre les situations financières qui se dégradent. On sent qu'il y a des taux d'intérêt qui augmentent et ça dégrade aussi les situations financières des communes. Et puis, des fois, les injonctions contradictoires de l'État, notamment sur la question de la production de logements et en même temps une demande de zéro artificialisation nette. Voilà, les maires sont en première ligne et sont souvent dans des situations difficiles. Alors le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, dénonce les excès de la bureaucratie. Il estime que les maires sont victimes, je cite, de harcèlement textuel. C'est le cas ? On a beaucoup effectivement de difficultés tous les jours avec à la fois une baisse des dotations globales de fonctionnement, c'est la dotation que l'État donne aux communes en fonction du nombre d'habitants, et dans le même temps où on baisse les ressources pour les communes, on nous demande plus. On voit que les maires ont de plus en plus de missions qui sont transférées dans les missions initiales de l'État. Ça nous demande de toujours réinventer, de repenser les choses. Mais c'est vrai que la question de la pression des textes qui tombent tous les jours et qui viennent rendre les choses de plus en plus difficiles, rendent la tâche, le quotidien du maire de plus en plus complexe, de plus en plus exposé aussi en termes de responsabilité. Et le président des maires de France, David Lisnard, a raison de souligner ça. Alors, de plus en plus exposé, David Lisnard explique cette semaine dans une interview dans le Figaro qu'il y a une explosion des tentatives d'intimidation, des menaces à l'égard des maires. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été vous-même confronté ? Oui, malheureusement, je dirais, parce que quand on s'engage au service d'une ville, quand on s'engage au service d'un territoire, c'est pas pour en retour être menacé. Ça m'est arrivé à la permanence que j'occupais au 24 Place aux Airs. Des personnes sont venues casser à la masse la vitrine de ma permanence. Et donc, c'est des choses qui sont blessantes, qui sont choquantes. Il y a quelques jours en arrière, quand on a vu aussi le contexte dans lequel il y a eu des violences sur le plan national, on a vu la municipalité, la mairie de Bordeaux, avec la porte qui a brûlé. On se dit voilà, qu'on n'est pas en responsabilité pour subir de telles violences. Et voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est un phénomène nouveau. Et maire, c'est être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. David Lisnard explique qu'il est réveillé 2 ou 3 fois par semaine en pleine nuit. C'est votre cas, c'est la vie quotidienne des maires dans les grandes communes, dans les villages. Je crois qu'effectivement, dans les grandes communes comme dans les villages, le maire reste le premier interlocuteur de chacun des habitants. Et tant mieux quelque part. Ça veut dire que le maire est dans ce lien entre la population et l'administration communale. C'est celui qu'on va voir en premier quand on a une interrogation, une question. Et c'est vrai que c'est quelque chose où on peut être réveillé toutes les nuits, on peut être appelé sur des situations de difficulté, de tension. Quand il faut signer un arrêté d'internement d'office, c'est étonnant, mais c'est le maire qu'on vient chercher. Quand il y a une situation difficile d'incendie où le maire devient le directeur des opérations de secours, ça s'appelle. Donc effectivement, le maire est toujours en première ligne. C'est à la fois, le rôle du maire, et c'est à la fois aussi difficile pour les petites communes qui n'ont pas des fois des administrations qui permettent d'organiser tout comme dans les grandes communes. Alors, parmi les inquiétudes du moment, il y a la sécheresse. Quelle est la situation dans les Alpes-Maritimes et est-ce qu'il y a des communes dans lesquelles la situation est déjà inquiétante, voire critique ?
Oui, jamais on a eu une situation aussi inquiétante. Le niveau de sécheresse et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes marquent ces choses aujourd'hui. On voit que les précipitations qui n'ont pas eu lieu pendant la période hivernale ni en ce début de printemps n'ont pas rechargé les nappes, les sources. Et donc on a des situations qui sont inquiétantes pour se dire comment va-t-on affronter une période estivale qui est devant nous. On espère qu'il va pleuvoir. Ce constat, il appelle aussi un certain nombre de réflexions où il faut qu'on invente aussi des systèmes nouveaux. La réutilisation des eaux est un sujet, à mon avis, où rapidement, le président de la République s'est exprimé il y a quelques jours en arrière. C'est un changement de doctrine, parce qu'il y a beaucoup de maires qui étaient bloqués et qui avaient des projets de réutilisation des eaux usées, qui ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, ils sont encouragés à le faire. C'est une bonne chose. C'est un changement de doctrine, et je dirais il est grand temps qu'on puisse changer de doctrine quand les urgences sont devant nous. On travaille sur le territoire, et Charles Anginesi, le président du département des Alpes-Maritimes, dans le cadre du Green Deal, a donné une priorité dans cette année 2023 sur ces sujets de réutilisation. Et dans la politique départementale, on va aider, accompagner les territoires qui vont vers ça. Alors un autre sujet qui est lié également à la sécheresse, les feux de forêt. On voit que les feux sont en avance. On l'a vu le week-end dernier à plusieurs endroits. Est-ce que cette situation-là vous inquiète ? C'est inquiétant, et on voit des phénomènes nouveaux aussi. Il y a des vents violents qui viennent, et d'ailleurs certains de ces incendies qui se sont déclarés, l'origine, semblerait-il, ce sont des lignes électriques qui ont été couchées par le vent, qui ont déclenché un arc électrique. Et avec cette sécheresse, avec ces situations difficiles, ça génère des situations nouvelles pour nos pompiers. Je veux profiter de ce moment pour leur dire notre respect, le travail extraordinaire qu'ils font dans des situations des fois très difficiles, au péril de leur vie, dans des situations dans lesquelles ils sont très exposés. Quand on doit aller éteindre un incendie avec des vents de 174 km/h, voilà, en étant sur place, on se rend compte du niveau de difficulté de l'exercice. Et ces situations d'incendie, ils sont préoccupants. On se dit, on est que au mois d'avril, et qu'est-ce qui va se passer quand on sera au mois de juin, de juillet, d'août? Donc on espère vraiment qu'il y a des pluies qui viennent recharger les sources, et qui viennent un petit peu équilibrer cette situation qui est préoccupante. Alors une dernière question sur votre rôle de président de l'association des maires. Quand vous avez pris la présidence, vous avez expliqué que votre volonté, c'était de rassembler. Or, on voit bien que politiquement, la situation est un petit peu compliquée. On voit la guerre entre Éric Ciotti et Christian Estrosi. On voit le clivage entre l'Est et l'Ouest. Est-ce que vous allez y arriver dans cette position de casque bleu ? Écoutez, moi j'essaye en tout cas dans cette association des maires de rassembler les 163 maires qui sont au quotidien dans des problématiques communes. On a tous ces dénominateurs communs. Et donc l'intérêt, c'est qu'on puisse se retrouver dans cette association, qu'on puisse partager ensemble, qu'on puisse trouver des solutions, qu'on puisse modéliser aussi des choses qui fonctionnent bien sur une commune, et bien qu'on puisse l'apporter, je dirais, au plus grand nombre. Donc voilà, j'essaie d'avoir ce rôle-là. C'est pas facile tous les jours. Et vous pensez y arriver au-delà des clivages ? En tout cas, j'y mettrai toute ma force et toute mon énergie pour être dans le rôle que m'ont confié ces 163 maires. Et je vais pas ni me plaindre, ni être clivant. J'essaie de faire ce rôle-là, et ça me plaît, et j'aime ce que je fais au service de ces communes. Alors, Jérôme Viaud, vous êtes maire depuis 2014, vous êtes à mi-mandat de votre deuxième mandat. Qu'est-ce qui a changé à Grasse depuis que vous avez pris les rênes ? Écoutez, on a une dynamique forte sur la ville de Grasse. Une ville qui est grande. Il y a 9 quartiers, 9 hameaux dans la ville de Grasse, et puis un centre historique qui fait 10 hectares, qui a besoin de cette énergie que l'on porte en ce moment, en portant un projet autour d'un campus universitaire. C'est vraiment quelque chose qui a changé, parce que c'est quelque chose que on a écrit, de dire on voudrait attirer de l'enseignement supérieur dans le cœur de ville. Au début, personne n'y croyait.
C'est combien d'étudiants maintenant? C'est 1 millier d'étudiants? 1 millier d'étudiants qui ont pris possession de l'ancien palais de justice qui a été transformé en campus universitaire. C'est quelque chose qui fonctionne bien et je pense que dans quelques semaines, on vous recevra pour faire une annonce supplémentaire pour étendre le campus universitaire. Ce campus d'enseignement supérieur, il est complet aujourd'hui et on va devoir travailler avec sur la partie droite du campus dans l'ancienne gendarmerie. Que vous avez acquis auprès du département, oui, c'est ça? Absolument, qu'on vient juste d'acheter auprès du département et je remercie d'ailleurs le département qui a été un vrai partenaire dans ce projet. Comme dans beaucoup d'autres, mais on va lancer un deuxième campus universitaire parce que on veut attirer beaucoup plus d'étudiants pour quelque part que ces étudiants se saisissent de ce centre historique qui est magnifique et que ça oblige un petit peu l'immobilier à changer, à augmenter, à être plus qualitatif parce qu'on a beaucoup d'appartements, d'immeubles qui sont à l'abandon. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, c'est depuis l'après-guerre où il y a des quartiers entiers de la ville de Grasse qui sont dans des situations insalubres. Alors, dans cette ancienne gendarmerie, il y a actuellement la maison des associations. Ça veut dire qu'elle va devoir déménager? Alors oui, pendant le moment des travaux, obligatoirement, il y aura une réflexion avec le monde associatif, avec Forum, une association, avec les services qui sont en charge du monde associatif, pour les déplacer. Et puis après, on travaillera à leur permettre aussi de réintégrer un lieu parce qu'on peut très bien partager de la vie étudiante et de la vie associative. Ça, dans les moments où on rationalise les dépenses, les deniers publics, ça s'entend de dire qu'on peut partager des bâtiments et que peut-être les horaires, les créneaux horaires dont ont besoin les étudiants le jour et le monde associatif en fin d'après-midi, le soir ou la nuit. Donc c'est compatible. À mon sens, c'est compatible. Ça doit être mis à l'épreuve du regard de la vie associative. En tout cas, on aura une approche respectueuse de la vie associative parce qu'on veut conjuguer les forces en cœur de ville de la vie associative également. Alors, il y a un autre projet en cœur de ville, c'est celui de Martelly, une zone d'aménagement concerté avec 150 logements, un multiplex, des commerces, un grand parking. Pourquoi ce projet ne démarre-t-il toujours pas ? Vous savez, on a, depuis ma première élection en 2014, on a traversé du lourd en termes de recours. Systématiquement, une partie de l'opposition attaque, bloque, fige un certain nombre de projets. Et donc, on a traversé ces moments-là, notamment sur Martelly, avec un recours sur un permis de démolir qui a duré 9 mois. Et aujourd'hui, ces recours sont purgés. Aujourd'hui, ces recours sont tous purgés, aussi bien sur Martelly, et c'est une bonne nouvelle aussi depuis la semaine dernière sur l'hôtel des Parfums, qui va pouvoir enfin démarrer. Là aussi, 4 recours sur l'hôtel des Parfums. Nous avons même eu des recours, pour vous dire, sur l'ancien palais du 6 devenu campus universitaire. Des recours avec des référés interruption de chantier. Pour revenir sur Martelly, oui, tous les recours sont purgés. On est dans une situation actuellement pour essayer de trouver une solution parce qu'il faut faire ce projet Martelly. C'est une obligation. Le problème, c'est un problème de financement ? C'est un problème de conjoncture. Quand on a porté un projet, il n'y avait pas encore la Covid. Le moteur de ce projet Martelly, c'est le cinéma. Et avec la Covid, le cinéma a connu sur le plan national des reculs de 20-24% de chiffre d'affaires, avec aussi les usages, Netflix, un certain nombre de comportements aussi du consommateur qui changent. Donc il y a ce premier sujet. Et puis il y a le problème de quadrature économique autour du projet. Nous souhaitons dans le projet Martelly que la totalité des parkings reste dans une régie communale. Nous avons cette régie communale qui a vocation d'ailleurs à s'étendre, à grandir pour que les projets qui étaient jusqu'alors en délégation de surveillance publique puissent être gérés par la régie communale. Et dans le projet, il y a 1000 places de parking à acheter. Et quand vous avez, avec la crise de l'Ukraine, la crise de l'énergie ou la crise de la Covid, des augmentations financières, il faut trouver le bon équilibre. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et on ne peut pas endetter la ville plus que de raisonnable. On doit avoir un fonctionnement qui est couvert aussi par les usages. Et donc on est en train de travailler pour pouvoir annoncer dans quelques jours, dans quelques semaines, le démarrage d'un projet pour Martelly. C'est important. Nous avons pris ces engagements devant le corps électoral. Ils nous ont choisis en 2020 pour que nous mettions en œuvre un projet pour Martelly. Et je suis déterminé à aller au bout de cela.
Alors, il y a un autre grand projet que vous avez lancé il y a quelques semaines, c'est celui de la requalification du quartier des Fleurs de Grasse. C'est un projet colossal sur 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire comment il est accueilli par les habitants ? Écoutez, c'est un projet où on n'a pas voulu faire de l'eau tiède. Et on n'a pas voulu avoir la main qui tremble. C'est un projet sur l'entrée de ville. Quand vous sortez de la pénétrante à Emmanuel Rouquier, vous avez sur la droite 6 hectares qui appartiennent à un seul propriétaire, c'est 3F. Et ces habitats de 7 étages sont à la fois de manière structurelle dans une situation de fragilité, ils sont plus conformes, et à la fois au niveau de la mixité sociale, de l'habitat, c'est un quartier où personne ne veut aller vivre. Voilà, disons les choses comme elles sont. Soit on regarde froidement les choses pour trouver C'est un quartier de relégation. C'est un quartier de relégation sociale. Et je crois qu'en allant voir sur place, on se rend compte que à la fois on comprend le fait que les habitants ne veulent pas aller vivre là-bas, et on doit apporter mieux. Alors, c'est pas en faisant 2 coups de peinture sur les cages d'escalier, en changeant 3 interphones. Donc, en gros, on rase tout et on reconstruit. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a décidé. On a dit, on rase tout et on reconstruit. Alors, ça n'a pas été facile de l'annoncer. Et c'est accueilli comment Alors, voilà, on avait certaines inquiétudes, parce qu'il y a des habitants qui y vivent depuis de longue date. Il fut un temps où ce quartier, il était agréable. Et donc, il y a aussi une nostalgie de cela. Mais je crois que c'est plutôt bien accueilli. Moi, j'ai été personnellement sur place, rencontrer la population, tous les jeunes du quartier, en disant, voilà, je ne vais pas vous faire un discours de demi-mesure. On vous a questionné. On a questionné les habitants en disant, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont dit, on veut repartir d'une page blanche. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et ça a été peut-être un petit peu difficile au départ. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt bien accueilli. Et on va travailler à ce que l'on puisse répondre aux questions, aux inquiétudes légitimes des habitants qui disent comment on va se reloger, où est-ce qu'on va se reloger, est-ce que les conditions financières vont changer, est-ce qu'on va avoir de la verdure enfin ? Parce que là, vous allez là-bas, il y a une route qui coupe d'un côté Emmanuel Rouquier pour aller vers Auchan. Et voilà, on veut supprimer ça, on veut créer des espaces verts, on veut créer de la verdure, on veut créer finalement une vie équilibrée dans ce quartier avec des personnes qui accèdent à leur logement, des résidences seniors pour les personnes qui méritent de rester dans le quartier et qui le veulent et qui n'ont pas les moyens non plus d'aller ailleurs, mais aussi d'apporter du commerce, d'apporter une crèche, d'apporter du service public et d'apporter de l'accession à la propriété. Alors le changement de délégataire des bus a entraîné un certain nombre de difficultés. Est-ce que ces difficultés sont réglées aujourd'hui ? Non. Les difficultés ne sont pas encore réglées. Il y a eu, je dirais, 2 zones de difficultés. Un premier élément qui a été le changement du délégataire, vous l'avez dit, Transdev, qui a perdu cet appel d'offres, et c'est Moventia qui a gagné cet appel d'offres. Et donc, dans la transmission, je dirais, de la mise en œuvre du projet, il y a eu quelques flottements en termes de calendrier, en termes d'accompagnement du projet. Et donc, on est en train de reprendre ça en main avec Claude Serra, le président de Sillage, avec les équipes de Sillage pour pouvoir demander à la fois aux nouveaux délégataires de mettre en œuvre ce pourquoi nous l'avons retenu, et ils le font avec beaucoup de détermination, et puis à ce que tout le monde joue le jeu, les chauffeurs, les partenaires, que tout le monde soit dans cette approche pour pouvoir offrir à nos concitoyens un service public de qualité. On ne peut pas accepter que des autobus arrivent un quart d'heure en retard ou un quart d'heure en avance. C'est pas possible. Les papas, les mamans, les enfants qui ont des enfants sur le bord de la route et qui attendent ne peuvent pas accepter ça. Donc voilà, moi j'essaye de ramener un dialogue positif, constructif, que tout le monde joue le jeu, que l'on puisse tenir les horaires, que l'on puisse desservir les espaces. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu cette transition qui a généré un certain nombre de changements. Et quand il y a du changement, forcément, ça peut inquiéter. Je pense qu'on est, je l'espère, dans une situation où on va retrouver un climat apaisé pour que l'on puisse enfin avoir du service public de qualité, que les enfants qui doivent fréquenter on a maintenu toute la partie du scolaire. On travaille à apaiser ces situations, à trouver un équilibre. Il y a un deuxième sujet, si vous me le permettez, rapidement, qui a généré de la turbulence. C'est le 11 juillet dernier, la coupure par la région des lignes ZOO qui venaient desservir le cœur de ville.
Et ça aussi, ça a créé beaucoup de turbulences. C'est quelque chose que je n'ai pas accepté, pour lequel je me suis battu de toutes mes forces, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, porter un projet de développement du cœur de ville, et dans le même temps, ne plus avoir d'autobus directs qui viennent de Cannes, du littoral, de Sofia. Et là, il y a des solutions qui ont été mises en œuvre. Et là, il y a des solutions. J'ai été reçu il y a quelque temps par le président de région dans son bureau à Marseille pour demander à ce qu'on rétablisse 8 lignes directes par jour qui viendront non plus dans la gare des routières, la gare de la Buanderie, qui n'est plus aux normes en termes de sécurité. Quand vous avez des autobus qui sont garés en V les uns derrière les autres, eh bien on ne peut pas avoir des personnes qui marchent au milieu de ces marches arrière. Donc on va travailler à ce que ces autobus, ces lignes directes arrivent au Palais des Congrès, en cœur de ville aussi, et qu'on puisse rétablir cette situation. Ça, vous avez obtenu gain de cause auprès de Renaud Muselier. On a obtenu gain de cause, oui, absolument. Et c'est une bonne chose parce qu'il y avait un vrai mécontentement que je comprends. Et d'ailleurs, j'étais aux côtés des personnes qui n'étaient pas satisfaites de cette situation. Beaucoup ont voulu faire croire que c'est de la faute du maire. Mais je pense que tout le monde n'est pas dupe et les Grassois savent bien que je ne suis pas président de la région et que c'est pas moi qui ai décidé de faire ça. J'ai eu une écoute du président de la région et je suis heureux d'avoir rétabli cette situation. Alors, vous vous opposez, ainsi que de nombreux maires, au projet d'usine de mâche-fer au Bar-sur-Loup, malgré l'avis favorable de l'enquête publique. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce dossier ? Tout. En fait, ce qui pose problème, c'est à la fois le projet. On a conscience, et je parle au niveau de tous les élus du CIEF, de tous les élus du syndicat des eaux du Foulon, tous les élus ont conscience qu'il faut gérer, c'est la loi, nos déchets. Le SRADET, le schéma régional, dit qu'on doit gérer nos déchets à l'échelle des départements. Donc on a cette responsabilité-là, et ce sont nos déchets. Pour autant, on pense que le choix du lieu a été peu pensé ou pas pensé, et les lieux de production des déchets sont très loin de Bar-sur-Loup. Et donc de prendre des camions pour amener ces mâches-fer du lieu de production des déchets jusqu'à Bar-sur-Loup pour ensuite les faire maturer, comme on dit, avec de l'eau pour après les ramener, on pense que c'est pas très vertueux en termes d'écologie, d'empreinte carbone, de consommation de mazout et puis de charger nos routes en termes de camions. 60 camions par jour en plus sur le carrefour de près du lac ou de Châteauneuf-de-Grasse. C'est pour nous une aberration. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est de dire qu'on propose de traiter ces mâches-fer avec de l'eau dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Alors déjà, je me dis, on peut faire mieux. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas, on va utiliser l'eau de pluie. Et dans le même temps, c'est le moment où on signe un arrêté de sécheresse. Donc voilà, on a du mal à comprendre tout ça. Le deuxième sujet, c'est de dire, on ne se sent pas respecté dans cette enquête publique. Le commissaire enquêteur a demandé à ce que tout le monde s'exprime. Nous nous sommes exprimés. Le CIEF, le syndicat des eaux du Foulon, s'est exprimé sur ses inquiétudes sur les sols, sur la nature du sol. Il n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu. On n'a même pas eu de réponse. Moi, j'ai pas eu de réponse en tant que président du CIEF. La commune de Grasse n'a pas eu de réponse. Les communes, 100% des élus se sont positionnés contre. Et je vais vous dire aussi, 16 associations se sont exprimées, 15 sont défavorables. Voilà, donc dans ce contexte-là, quand le commissaire enquêteur dit « circuler, il n'y a rien à voir », on ne se sent pas tellement respecté. Et je pense qu'on a bien fait d'interpeller monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en lui disant « Monsieur le préfet, avant de prendre votre stylo pour signer un arrêté de mise en œuvre de ce projet, on veut vous dire un message. » Et je crois que ce message, il est en train d'être entendu. Grasse, c'est plus que jamais la capitale des parfums. Comment est-ce qu'elle compte conforter cette position ? Écoutez, la stratégie a été de ramener dans le marketing territorial ce qui a fait la force de Grasse. Et je crois qu'on est en train d'y arriver. On a des belles maisons qui s'installent sur Grasse. On a vu LVMH et Dior aux Fontaines Parfumées. Ça a été un grand rendez-vous. On a vu l'arrivée de Lancôme qui vient sur le territoire de Grasse et qui dans quelques semaines fera d'autres annonces. On en parlait ensemble il y a quelques instants. On a vu que Grasse est en train d'attirer beaucoup de monde. On a travaillé dans le même temps à avoir un plan local d'urbanisme qui permettait de valoriser la culture de la plante à parfum. Parce qu'on est dans un moment de société où le consommateur final, il veut consommer moins, mais mieux.
Et on voit que le consommateur qui achète un produit fini, il est attaché à ce qu'il y a dans le flacon, à l'histoire, à la fabrication, à la transformation, à la qualité du produit. Et il y a 20 ans en arrière, peut-être qu'on était dans un moment où il fallait produire au prix le plus bas, externaliser des productions à l'Ariana en Tunisie, à Kazanlak en Bulgarie ou en Inde pour du jasmin. Aujourd'hui, le produit local, la transformation, elle a une valeur. Et puis en plus de ce PLU qu'on a fait avec Christophe Morel et qu'on a réussi, il y a eu aussi cette reconnaissance au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Jean-Pierre Leleu, le président de cette association, a fait un travail remarquable et ça c'est venu aussi apporter un éclairage, renforcer la dynamique que nous avons fait et cette reconnaissance avec l'association que Jean-Pierre Leleu préside nous a beaucoup aidé aussi à mettre tout ça en lumière et en valeur. Alors une dernière question un petit peu plus personnelle, Jérôme Biot, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de vos abeilles? Oui, je vois que vous êtes informé. Mes abeilles vont bien. On a avec mes enfants 6 ruches et on est en train de les diviser pour pouvoir augmenter et passer de 6 à 10 ruches. Donc les abeilles vont bien et elles butinent dans Saint-François. Merci beaucoup Jérôme Viau, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, ainsi que Franck Fernandez. Merci aussi à Christelle Benjamin et Maxime Revello pour la préparation de cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur les sites internet et les réseaux sociaux de Radio Émotion et de Nice Matin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Interview à la Une. Bonne journée et bon week-end à tous.